990 milliards d'euros disparaissent chaque année dans l'Union européenne, mais qui décide vraiment qui sera puni et qui ne le sera jamais? Ce chiffre, c'est plus que le PIB de pays comme les Pays-Bas ou la Suisse. Imaginez, rien qu'à cause de la corruption, l'Europe perd chaque année plus que la richesse créée par des nations entières. Et pourtant, c'est cette Europe qui prêche la transparence, impose des réformes et exige l'état de droit aux pays qui veulent entrer dans son club. Cette même Europe qui donne des leçons de morale au monde entier sur la lutte contre la corruption. Mais est-elle vraiment exemplaire quand il s'agit de s'appliquer ses propres règles? Derrière les discours officiels et les rapports brillamment rédigés, il existe un système judiciaire à deux vitesses. Un système où la loi ne sert pas à rendre justice, mais à trier les citoyens selon leur loyauté envers le pouvoir. Où certains sont sanctionnés publiquement, avec une sévérité implacable, tandis que d'autres, mieux placés, bénéficient d'une protection invisible. Ce n'est pas la gravité des faits qui définit qui tombe et qui s'en sort, mais le degré d'allégeance au sommet. Si l'on ne regarde pas derrière le décor, si l'on se contente de croire à la façade, on laisse la corruption miner la démocratie, saboter notre argent public et priver chacun de nous de la possibilité d'une vraie justice. Alors, pour comprendre le vrai visage de l'Europe, il faut voir comment fonctionne ce système de l'intérieur. Passons aux coulisses. L'Europe s'est dotée de dizaines d'institutions, de milliers de pages de règlements. Mais qu'a-t-elle vraiment accompli? Depuis 20 ans, l'Union européenne construit patiemment sa façade de justice. Bruxelles exige des candidats à l'adhésion, Roumanie, Bulgarie, Balkans, des réformes judiciaires drastiques, une transparence totale, la traque impitoyable de la corruption. On multiplie les contrôles, on crée des agences, on mandate des commissions, on empile des règlements. Des centaines de fonctionnaires veillent, des armées d'experts rédigent des rapports, des protocoles et des directives à n'en plus finir. L'image officielle? Celle d'une machine infaillible, au service de la justice et de l'intérêt public. Mais la réalité derrière le décor, c'est autre chose. Les chiffres seuls donnent le vertige. 67 milliards d'euros détournés en une seule année, et ce, uniquement pour les cas qui ont été identifiés. À peine croyable, non? Et pourtant, ces chiffres sont là, noir sur blanc, dans les rapports d'audit européens. On se dit, au moins, tout cela finit devant les tribunaux, les coupables sont punis, l'argent récupéré. Eh bien non, la majorité de ces affaires n'atteignent jamais le stade du procès. L'argent volé? Il disparaît dans la nature, sans qu'aucun mécanisme réel ne permette de le récupérer. Les procédures s'éternisent, les enquêtes piétinent, et souvent, un simple manque de personnel ou un détail administratif suffit à tout bloquer. Exemple frappant. Au moment même où la procureure européenne Laura Kodrouza-Kövesi lançait une enquête sur un des plus gros contrats d'achat public jamais signés, la Belgique découvre soudainement une pénurie de personnel pour l'aider. Résultat? Pas d'enquête. Les délais légaux filent, les preuves s'évaporent. Silence radio. Mais ce n'est pas tout. Quand une affaire dérange, c'est une autre stratégie qui se met en place. Discrédit, pression médiatique, campagne de diffamation orchestrée jusque dans la presse. On ne tue plus les adversaires comme dans les années 80, non. Trop risqué, trop voyant. Aujourd'hui, on les use, on les isole, on les fait taire à coups d'enquêtes interminables, ou pire, d'accusations savamment choisies pour les éliminer du jeu politique. Et si malgré tout, quelqu'un ose insister, on le rappelle à l'ordre. Un procureur sans ennemis n'est pas un vrai procureur, disait Kövesi. Ses ennemis, elle les a trouvés tout en haut. Ce système, l'Union européenne l'a imposé à ses nouveaux membres sous prétexte de modernisation. Mais dans les faits, les règles ne valent que pour ceux qui n'ont pas le bon carnet d'adresses. Dans le cœur du système, à Bruxelles ou Paris, les affaires de corruption éclatent, les noms circulent, mais rares sont ceux qui tombent vraiment. Pendant ce temps, ce sont des milliards d'euros, votre argent public, qui s'envolent, année après année. Les contrôles existent, mais leur efficacité s'arrête là où commence la protection des puissants. Il ne s'agit plus d'un simple échec administratif. Ce que révèle notre enquête, c'est une impunité méthodique, organisée,
où la justice sert à trier les amis des ennemis et non à protéger la société. Mais la réalité dépasse la simple inefficacité. Elle expose un double standard. Entrons dans le cœur du problème. En Europe, la sévérité judiciaire n'est pas proportionnelle au crime, mais à l'identité de l'accusé. Voilà le cœur du système à deux vitesses que notre enquête révèle. Pour comprendre, il suffit d'observer comment la justice agit, ou plutôt n'agit pas, selon que l'on soit un opposant politique ou un proche du pouvoir. Il y a d'un côté la corruption qu'on montre du doigt, sanctionnée, étalée sur la place publique, et de l'autre, la corruption intouchable, celle que la loi contourne prudemment. Commençons par ceux que le système n'hésite pas à frapper. Quand des figures de l'opposition, comme Marine Le Pen ou Jordan Bardella, sont mises en cause, la machine judiciaire s'emballe. Enquêtes express, communication tapageuse, sanctions extrêmement sévères. Dernier exemple, 5 ans d'inéligibilité prononcés contre Le Pen pour une irrégularité administrative. Une faute certes, mais dont la punition politique équivaut à une mort civique. Ici, pas de délai, pas de tergiversation. La sentence tombe, rapide, lourde, sans appel. La justice s'affiche comme intransigeante, mais seulement dans un sens. À l'inverse, observons ce qui se passe lorsqu'il s'agit des puissants, des proches du système, de l'élite au pouvoir. Prenons la France, pays qui aime se présenter comme la patrie des droits de l'homme. Sous la présidence Macron, pas moins de 25 ministres et hauts responsables ont été concernés par des enquêtes de corruption. Un chiffre qui ne relève plus de l'accident, mais du mode de fonctionnement. Sur ces 25 cas, 4 condamnés, 13 relaxés, 8 toujours sous investigation. Mais le plus frappant, aucun n'a quitté la vie politique. Qu'ils soient condamnés, blanchis ou en attente de verdict, ils continuent d'exercer, de siéger, d'être considérés comme des personnalités respectables. Même ceux reconnus coupables n'ont pas eu à supporter ne serait-ce qu'un jour d'exclusion réelle. Un contraste saisissant avec le sort réservé aux opposants. La différence saute aux yeux. Pour les uns, l'exemplarité. Pour les autres, l'impunité. Le cas le plus emblématique, c'est sans doute Édouard Philippe, ex-premier ministre, aujourd'hui maire du Havre, et déjà pressenti pour les prochaines présidentielles. Malgré plusieurs affaires de favoritisme et de gestion douteuse, chaque procédure le laisse miraculeusement indemne. Pourquoi ? Parce qu'un phénomène bien connu dans les coulisses de la justice française s'active dès qu'il s'agit des candidats favoris du système, le fameux syndrome du silence. Comme l'a résumé un avocat courageux, la justice hésite à toucher à ceux que le pouvoir veut préserver. Les enquêtes traînent, les moyens disparaissent comme par magie, le temps fait son œuvre jusqu'à ce que tout s'efface. Mais cette logique ne s'arrête pas aux frontières de la France. Elle infuse jusqu'au sommet de l'Union européenne. Ursula von der Leyen, à la tête de la Commission européenne, a été éclaboussée par le Pfizer-Gate, une négociation opaque de 35 milliards de dollars avec le patron de Pfizer, menée par SMS, sans contrôle ni transparence. Quand journalistes et parlementaires ont réclamé ces échanges, les messages avaient tout simplement disparu. Imaginez, 35 milliards discutés dans des échanges qui s'évaporent. Dans n'importe quel pays ordinaire, l'affaire aurait coûté la carrière, la réputation, peut-être la liberté de l'intéressé. Mais pas ici. Ursula von der Leyen est toujours en poste, inamovible. Même lorsque la procureure européenne, Laura Kövesi, reconnue pour son intégrité et son indépendance, tente d'ouvrir une enquête, la machine de protection se déclenche instantanément. En Belgique, où siège le parquet européen, le manque de personnel surgit subitement, précisément quand il faut enquêter sur le plus gros contrat jamais signé par l'UE. Les investigations piétinent. Le temps passe, les délais de prescription avancent, et la probabilité de voir un jour la vérité émerger s'amenuise. Ici, il ne s'agit pas d'intimidation ou de menace. Il suffit de priver les enquêteurs de moyens et d'attendre. La protection est si bien huilée qu'elle n'a même pas besoin d'être ordonnée. Elle s'applique comme un réflexe d'appareil. Et pendant que la justice s'acharne sur certains, elle protège méticuleusement d'autres. On ne parle plus d'exception mais d'un véritable système. La loi, censée protéger les faibles des puissants, est instrumentalisée pour trier, punir ou protéger selon la loyauté politique.
Si ce mécanisme se généralise, alors plus personne n'est à l'abri d'une justice instrumentalisée, et les puissants deviennent, eux, réellement intouchables. Mais jusqu'où va ce système? Examinons maintenant les conséquences concrètes de cette impunité sur la société, et surtout sur les citoyens. Quand la corruption tue et que la justice ferme les yeux, que se passe-t-il quand tout un système s'autoprotège? On pourrait croire que la corruption, c'est juste une affaire de gros sous, de contrats obscurs, de chiffres qui donnent le vertige mais restent abstraits. Mais parfois, l'abstraction prend chair et sang. Regardez ce qui s'est passé en Grèce. 57 morts. 57 personnes qui, un jour de 2022, sont montées dans un train, persuadées d'arriver à destination. Sauf que ce train n'était pas sécurisé. Les fonds européens qui auraient dû moderniser et sécuriser le réseau ferroviaire grec? Disparus. Volés. Ces infrastructures vitales devaient être protégées. On avait les moyens, les systèmes de contrôle, la technologie. Mais l'argent, dans ce système, n'est pas allé là où il devait. Résultat, un carnage évitable. Quand l'enquête a commencé, le choc a laissé place à la colère. Comment est-ce possible? On découvre alors un autre visage, encore plus glaçant, de l'impunité. Laura Kövesi, la procureure européenne, tente de remonter la piste. Mais elle se heurte à un mur. Les lois locales sont taillées sur mesure pour qu'on ne puisse pas toucher certains suspects. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop hauts dans la hiérarchie. Pas moins coupables, pas hors de cause, juste. Intouchables. À un certain niveau, la loi s'arrête. Elle ne grimpe plus. Elle ne voit plus. Elle ne juge plus. On ne peut même plus poser la question de leur responsabilité, parce que cette question est, en soi, interdite. Et à chaque fois, la même mécanique bien huilée. Il ne s'agit pas de menacer un procureur ou de détruire des preuves. Non, tout est plus subtil. On prive la justice de moyens, on laisse le temps filer jusqu'à la prescription, et hop, l'affaire est enterrée. Le système d'impunité fonctionne en silence. Pas de grand complot, juste une organisation froide, automatique. Pour les puissants, l'armure de la bureaucratie. Pour les autres, la sévérité de la justice. Ce n'est pas un cas isolé. Prenons l'exemple de la France avec l'affaire Sarkozy. Oui, l'ex-président a été condamné. Mais la sanction s'est transformée en opération de communication. Bracelet électronique, interview, aucune prison au sens strict. Pendant ce temps, des opposants politiques sont broyés par le système pour des faits similaires, parfois bien moins graves. Les mêmes mots, les mêmes accusations, détournement de fonds, usage non conforme, mais pas le même traitement. Regardez le sort réservé à Marine Le Pen, puis à Jordan Bardella. L'une écartée avec un interdit professionnel de plusieurs années, l'autre, son successeur naturel, visé exactement par les mêmes chefs d'inculpation, avec la même formule juridique, recopiée presque mot pour mot. Même scénario, même stratégie. On ne s'embarrasse même plus à inventer, parce qu'on n'en a tout simplement pas besoin. Et dans le même temps, les ministres du pouvoir en place, pris dans des scandales à répétition, traversent les mailles du filet sans jamais être inquiétés. L'immunité pour les uns, la rigueur pour les autres. Le plus cynique, c'est que l'Union européenne utilise désormais les méthodes de ses voisins qu'elle critiquait hier. La démocratie devient façade. Les institutions s'arrogent le droit de choisir qui a accès à la justice et qui doit être sacrifié sur l'autel de la respectabilité politique. Et à la fin, ce ne sont pas seulement des milliards qui s'envolent. Ce sont des vies qui s'éteignent, des familles brisées, des citoyens trahis. Ce sont nos droits démocratiques qui s'érodent, notre voix qui s'étouffe, la confiance dans les institutions qui s'effondre. La question n'est plus simplement comptable, elle est existentielle. Sommes-nous encore protégés? Sommes-nous encore entendus? La sécurité, la justice, la démocratie, tout ce à quoi on croyait se retrouve menacé quand la loi devient un instrument de tri social plutôt qu'un rempart universel. Alors, face à ce constat accablant, que peut-on apprendre? Et surtout, quelles leçons concrètes pouvons-nous en tirer pour éviter que cette mécanique d'impunité ne devienne la norme absolue en Europe? Dans une Europe où le système protège les siens, que peuvent faire les citoyens?
il y a d'abord une chose essentielle, reconnaître le mode opératoire. L'oligarchie ne se cache même plus. Les mêmes accusations, les mêmes formules juridiques, les mêmes scénarios appliqués encore et encore, parfois à la virgule près. Regardez, après avoir écarté Marine Le Pen avec l'argument du non-usage ciblé des fonds, voilà que la même accusation, mot pour mot, tombe sur Jordan Bardella, son successeur naturel. Ce recyclage flagrant de la méthode en dit long. Ils ne craignent plus d'être pris la main dans le sac. Pourquoi? Parce que le système ne redoute plus la réaction. Tant que le public détourne les yeux, la mécanique tourne à vide, sans jamais dérailler. Et pendant qu'on élimine, un à un, les opposants gênants, les puissants, eux, traversent les scandales comme l'eau sur les plumes d'un canard. 25 ministres du camp présidentiel, épargnés par la justice malgré des affaires de corruption. Un ancien Premier ministre, Édouard Philippe, plusieurs fois cité, qui prépare tranquillement la prochaine élection. Le double standard devient caricatural, mais il est assumé. Dernier exemple, Nicolas Sarkozy. Il aurait pu devenir le symbole d'un sursaut de justice. Condamné pour corruption avec, tenez-vous bien, des valises entières de billets, pas des enveloppes, des valises. Résultat? Moins de 3 semaines en cellule VIP, formule tout confort, puis une tournée de promotion pour son journal de prison, écoulée à plus de 100 000 exemplaires en une semaine. Sa condamnation, transformée en opération marketing. Avouez qu'on ne parle pas du même sort réservé à Marine Le Pen. Pour elle, c'est la mort politique. Pour Sarkozy, c'est la renaissance médiatique. Ce n'est pas un accident, c'est un système huilé, prêt à reproduire à l'infini le même schéma. Face à cette réalité, l'indignation ne suffit plus. S'indigner, c'est bien. Mais ça ne change rien si on reste passif. À la place, il faut exiger la transparence. Ne pas se contenter de la version officielle, qui n'est qu'un vernis. S'informer, recouper, multiplier les sources, partager les enquêtes, soutenir celles et ceux qui osaient braver la machine, comme Laura Kövesi, la procureure anticorruption européenne, qui dérange tant de monde à Bruxelles qu'on tente de la freiner à chaque étape. Parce que c'est là que se dessine la ligne de front. L'indépendance de la justice, la protection des lanceurs d'alerte, la fin de l'impunité politique. C'est un combat de longue haleine, mais il commence par refuser d'avaler les couleuvres, par exiger des institutions qu'elles rendent des comptes, qu'elles protègent la démocratie, pas seulement les intérêts d'un clan. Évidemment, il y a un risque. À force de voir l'injustice, on peut finir par perdre confiance. Mais c'est là que tout se joue. Parce que rester passif, c'est accepter que la loi ne soit plus qu'un instrument de pouvoir. Agir, même à petite échelle, c'est défendre la justice pour tous. C'est ne pas laisser le terrain aux cyniques. Alors, la vraie question n'est pas « suis-je impuissant ?», mais bien « qu'est-ce que je peux faire, ici et maintenant, pour refuser cette mécanique ?» Pour conclure, il reste une question essentielle à se poser. La justice européenne est-elle encore un idéal ou seulement un instrument de tri politique? Ce que nous venons de dévoiler, ce n'est pas une série d'exceptions ou de coïncidences malheureuses. Ce que nous voyons, c'est un système, une mécanique bien rodée, où la justice n'est plus la gardienne d'un principe, mais le bras armé d'un tri sélectif. D'un côté, l'épuration politique pour les opposants, 5 ans d'inéligibilité pour Marine Le Pen, des mises en examen en chaîne pour les figures clés de l'opposition, l'éviction rapide, chirurgicale, sans hésitation. De l'autre, l'immunité totale pour les hurleurs. Ursula von der Leyen et ses 35 milliards d'euros disparaissent dans des archives, les investigations piétinent, les délais s'évaporent. Sarkozy, pris la main dans le sac avec des valises de billets, s'offre des autographes et une notoriété boostée, après quelques semaines dans une cellule VIP qui ressemble plus à un plateau télé qu'à une sanction. Édouard Philippe, cité à de multiples reprises dans des affaires de corruption, se pavane déjà comme favori à la présidentielle. Et la justice, au lieu de se montrer ferme, temporise, retarde, se fait discrète. Pour les proches du pouvoir, la loi devient une suggestion, jamais une menace. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout cela ne relève pas de l'erreur ou de la maladresse. C'est une organisation du silence et de l'impunité, où l'état de droit n'est plus qu'un slogan, un décor utilisé quand il arrange, contourné, détourné,
effacé quand il gêne. Regardez la procureure européenne Laura Kövesi. On lui coupe les ressources, on la discrédite, on la bâillonne, parce qu'elle a eu l'audace d'enquêter là où il ne fallait pas. Ce sont 3600 dossiers ouverts, des milliards gelés. Et puis, soudain, le silence. Car on lui a expliqué où s'arrête la justice acceptable. Ce n'est plus la gravité des faits qui décide de la sévérité des peines, mais la gravité de la loyauté politique. Les chiffres sont affolants. 990 milliards d'euros évaporés chaque année, 67 milliards détournés en 12 mois, pour 0 condamnation réelle. Ce n'est plus de la justice, c'est un filtre politique, un procédé rationnel qui trie qui sera éliminé et qui sera protégé. La démocratie n'y survit pas. Elle s'efface, doucement, pendant qu'on détourne le regard. Et c'est là le vrai danger. Si on refuse de voir la réalité, si on se contente du vernis, on perd bien plus que de l'argent public. On perd la confiance, la capacité d'agir, la force d'exiger des réponses et, à terme, le droit même à une justice équitable. Face à cette Europe sans filtre, il ne suffit plus d'indigner. Il faut exiger. Exiger un état de droit réel, où la loi s'applique à tous, sans distinction, sans calcul. Alors, la question elle est là. Veut-on continuer à regarder ailleurs, ou choisit-on enfin de voir, de comprendre et d'agir? Parce que si l'on ferme les yeux, ce n'est pas seulement l'idée de justice qui disparaît. C'est la démocratie elle-même qui s'éteint, en silence. À vous de choisir.